Bonsoir, c'est toujours pour moi un immense plaisir et un privilège de vous rejoindre pour notre rendez-vous culturel et vespéral, Culture, l'autre regard. Merci de nous accueillir chez vous. En ces temps difficiles où, après près de 14 mois de génocide, la sauvagerie sioniste continue de sévir. Ce soir, nous allons parler d'apartheid, mais aussi et surtout de résistance, avec mes chers invités que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Tout d'abord, Monsieur Akli Orad, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'honorer, Monsieur Akli Orad. Vous êtes ingénieur, homme de théâtre, ainsi qu'on l'a découvert dans votre premier livre, puisque vous êtes devenu écrivain, en publiant De Londres à Al-Aqsa, Terreur promise, et qui est tout beau, tout frais à l'occasion du SILA. Merci encore d'être parmi nous. Merci. J'ai aussi l'immense plaisir d'accueillir, car la résistance se fait par la plume, se fait aussi par la poésie et par le chant. J'ai donc l'immense plaisir d'accueillir M. Rachid El-Zaghi. M. Rachid El-Zaghi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. C'est moi qui te remercie. Vous êtes poète, compositeur, interprète, auteur de plusieurs recueils de poésie, de plusieurs albums, dans les trois langues, à savoir en français, en arabe, en melhoun et en tamazirt. Et vous aussi, à l'occasion du SILA, vous avez publié un recueil qui s'intitule « Dire pour commencer et finir ». Et nous allons explorer ce recueil avec votre aimable concours. Merci encore d'être parmi nous. Merci. Je me tourne vers M. Akli Orad et ce très beau témoignage. Et si vous permettez, on va entrer dans le vif du sujet en vous écoutant parler, puisque c'est le témoignage d'une mission que, en tant qu'ingénieur, vous avez dû effectuer en Cisjordanie, là où vous avez pu être le témoin privilégié de l'apartheid dans toute sa hideur. Et je vous cite, vous dites « Je vous emmène avec moi au cœur d'un système d'apartheid bien plus cruel que celui subi par les concitoyens de Madiba », Madiba, c'est-à-dire Nelson Mandela, qui a commencé paradoxalement aussi en 1948, à une époque où un État artificiel a été établi au cœur de la Palestine historique par les puissances occidentales, consumées par leur culpabilité face à l'ampleur de l'Holocauste perpétré par l'un d'entre eux, avec la complicité de la plupart des régimes européens, et ça beaucoup l'oublient d'ailleurs, M. Orad, qui se sont alignés pour livrer leurs juifs afin de se préserver de la fureur du fourreur. Voilà. Exactement, c'est la mission. Vous avez dit, je suis un ingénieur, je suis un consultant international. Là, je travaille. Vous êtes établi à Londres? Je suis établi à Londres, mais à l'époque, j'étais à Birmingham. Donc, voilà. Et on est venu m'annoncer que je devais faire une mission en Palestine, en Cisjordanie particulièrement, parce que c'est là-bas que l'autorité palestinienne s'est établie à Ramallah. Et c'est dans le cadre des accords d'Oslo. Oui. Parce que quand il y a un accord de paix, à l'époque, c'était vu comme un accord de paix, mais c'est avéré que c'était plus une arnaque qu'un accord de paix. Il y a toujours un programme de reconstruction des infrastructures qui suit. Mais moi, j'avais saisi ça comme une opportunité d'aller voir de visu ce que c'est qu'un colonialisme, ce que c'est qu'un apartheid. En fait, moi, à l'époque, on ne parlait pas d'apartheid, on parlait que de colonialisme. Vous avez cité l'année de 1948. En 1948, c'est paradoxal, hein, parce qu'en 1948, l'Afrique du Sud raciste avait institué une loi qu'ils appelaient la loi de l'apartheid. Apartheid veut dire séparation dans la langue hollandaise, ou afrikaner. C'était l'année aussi où on a créé l'État d'Israël sur la base d'un partage injuste qui a été fait par l'ONU, dominé par les États coloniaux en 1947. La résolution 181 était en 1947 et Ben Gurion a créé son État que j'appelle État artificiel en 1948. À juste titre, d'ailleurs. À juste titre. C'était en 1948. Tout à fait. Ce qu'on oublie, c'est qu'en 1948, cet État-là a mis en place le système d'apartheid. C'est un système ségrégationniste, raciste, basé sur la domination d'un groupe humain sur un autre groupe humain qui sont les Palestiniens aujourd'hui. C'est exactement pareil, sauf que
ils ont eu peut-être l'intelligence de ne pas l'appeler l'apartheid. Tout à fait. Et on parle aujourd'hui d'un état d'apartheid, et ça n'a commencé qu'il y a 3 ans, après que Human Rights Watch, cette organisation internationale, a fait un rapport où ils ont fait un parallèle entre les deux systèmes et ils ont dit que c'était un système raciste qu'on peut appeler apartheid aujourd'hui. Ça a été suivi une année après par la Ligue des droits de l'homme israélienne, qui est B'Tselem, qui est antisioniste et qui a confirmé que c'était un état d'apartheid. Autre parallèle, cette fois-ci avec l'Algérie, vous dites « Mon pays de naissance, l'Algérie, a subi un colonialisme français destructeur de vie et d'âme. Il est bien documenté que le peuple algérien aurait eu une population avoisinant les 80 millions d'habitants aujourd'hui, n'étaient les enfumades du criminel de guerre, le duc Thomas Robert Bugeaud. Les déportations des résistants de l'insurrection de 1871 et les massacres de la population civile durant la révolution d'indépendance qui ont effacé de la surface de la terre la moitié du peuple algérien sans qu'aucune institution internationale ne reconnaisse le génocide commis par l'armée coloniale française en Algérie. » C'était il y a presque un siècle, et puis vous parlez justement de la révolution de novembre, c'était il y a 60 ans. On pouvait avoir l'excuse d'une non-médiatisation. Or, aujourd'hui, le même génocide se fait carrément en direct. Exactement. Je fais dans le livre, je fais 2 parallèles. Je fais un parallèle entre ce qui se passe en Palestine depuis... en fait, on peut remonter jusqu'à 1917. Hein, Tout à fait. Que avec la fameuse, justement, terreur promise. Voilà, ça on peut remonter. Avec le colonialisme français en Algérie. Et je fais aussi un parallèle, je viens de le dire, avec le système d'apartheid en Afrique du Sud. En fait, l'Algérie a vécu les 3, donc colonialisme, apartheid. Il y a eu un système d'apartheid en Algérie dès le départ. Hein. Oui, avec le code de l'indigénat. Le code de l'indigénat qui est un des outils de l'apartheid. Un des outils de l'apartheid et un génocide. Et le président de la République l'a bien dit dernièrement, il a rappelé qu'il y a eu génocide tout à fait au départ. Lui, il parle de 8 millions de shahids. Quand on compte aussi toute la période de 1830 jusqu'à aujourd'hui. De colonisation jusqu'à l'indépendance. Donc on est en plein dedans, sauf que le mot apartheid et le concept d'apartheid, on ne l'a compris que beaucoup plus tard. Oui, il n'a pas été formulé. Il n'a pas été formulé que beaucoup plus tard. D'abord, c'est la création des auteurs de l'apartheid eux-mêmes. Voilà. Et puis aujourd'hui, le système d'apartheid est extrêmement... souligner ce système raciste, ségrégationniste, de totale domination d'un groupe importé, d'ailleurs d'un peuple importé d'ailleurs pour venir remplacer un peuple autochtone, est très très important. C'est la reconnaissance, plus tard, ce n'est pas encore le cas, ça commence à prendre forme, la reconnaissance par le Concert des Nations, par une organisation comme l'ONU, que l'État d'Israël est un État pratiquant l'apartheid qui va amener à terminer cette colonisation des terres occupées par cet État-là. Vous vous rappelez qu'en Afrique du Sud, ce n'est qu'en 1977, de 1948 jusqu'à 1977, on a laissé faire, c'était qu'en 1977 que l'ONU a sorti une résolution condamnant l'apartheid. 2 ans plus tard, ils ont instauré l'embargo économique et militaire. Mais au tard que jamais. Et c'est ce qui a amené l'année 1994 et la libération de Mandela. Moi, je connais très très bien l'Afrique du Sud. J'y vais presque chaque année. Donc, j'ai vu de mes propres yeux les séquelles de l'apartheid juste après la libération et qui perdure, pas par l'effet maintenant il n'y a plus d'apartheid, mais l'appauvrissement de la population était le résultat de ce système. Et on découvre en vous lisant, en tout cas moi je l'ai découvert en vous lisant,
que même dans les territoires supposément sous contrôle de l'autorité palestinienne, en fait, la dite autorité n'a pas beaucoup de contrôle. Votre mission doit se dérouler en Cisjordanie, et là on découvre qu'il y a ce qu'on appelle des zones A, B et C, et qu'en fonction de ces zones-là, c'est plutôt l'entité sioniste qui intervient dans tous les domaines de la vie des Palestiniens. Le partage de la Cisjordanie en zone A, B et C était le résultat des accords d'Oslo. Voilà. Ce partage-là devrait être transitionnel en vue d'une solution finale qui allait aboutir à la création de 2 États. Malheureusement, l'État sioniste a utilisé ce partage-là pour renforcer sa colonisation et l'implantation de ces colonies. Alors rapidement, la zone A, ça ne représentait que 18% de toute la Cisjordanie, et la Cisjordanie est très petite, hein. C'est une wilaya, pas du sud de l'Algérie, une wilaya du nord, c'est un petit territoire. Et c'est là où toutes les villes palestiniennes de la Cisjordanie, Ramallah, Nablus, Jenin, Jéricho, existent, qui sont devenus, que l'État sioniste a transformé en camps de concentration. Tout à fait, vous dites 2,8 millions de Palestiniens sont entassés dans un espace restreint, sous le contrôle frontalier et aérien de l'entité sioniste, et donc c'est ce contrôle elle s'est arrogé le pouvoir d'exercer le droit de pénétrer dans ces zones à tout moment pour perquisitionner, détruire des maisons de suspects de militantisme ou arrêter des personnes sous prétexte de sécurité. Exactement. Si on continue la zone B, ça représente 21% de ce territoire-là. Et c'est un peu là où se trouvent les petites prairies, les petits lopins de terre de ces Palestiniens vivant dans Et là, le contrôle armé, militaire, échoua à l'État sioniste. Le reste, 60% de la Cisjordanie, la Palestine, l'autorité palestinienne n'a aucun mot à dire là-dedans. Et c'est totalement contrôlé par l'État sioniste. Et c'est là où on retrouve toutes les colonies en Cisjordanie, et où l'on est passé. Du temps où j'étais là-bas, il n'y en avait que 300 000. Aujourd'hui, il y a 700 000 colons en Cisjordanie. Et ils ont utilisé ces accords d'Oslo, au fait, pour augmenter leur présence, qui a comme but d'effacer complètement l'État palestinien. Je parle de 700 000. Ça ne vous dit pas quelque chose, de 700 000? Ils ont exclu 700 000 lors de la Nakba. Exactement. Donc vous voyez, même les chiffres parlent. Le grand remplacement n'est pas celui qu'on croit. Avec les mêmes chiffres. Oui. Jusqu'à maintenant, ils ont exclu 700 000 de Palestiniens de leur territoire lors de ce partage injuste. Et je dis encore une fois qu'ils ont établi l'État sioniste, non pas sur le partage même injuste de l'ONU en 1947, mais ils l'ont fait, ils ont pris des territoires, des villes palestiniennes en 1948 qui n'étaient pas destinées pour le futur État juif, selon les termes de la résolution. C'est comme ça qu'ils ont pris une ville comme Jaffa, ou Jaffa, qui était la grande ville palestinienne, la capitale, qui est devenue aujourd'hui celle qu'ils appellent Tel Aviv. Tel Aviv, c'était un petit quartier de banlieue où vivaient les juifs palestiniens autochtones. Ils ont pris Haïfa aussi au nord, qui était une grande ville palestinienne. Et ça, ils ont pris ça en 1948, alors que ces 2 territoires devaient revenir à la future Palestine. La même chose avec les 60%, la zone B et la zone C. Ça, normalement, dans les accords d'Oslo, ces territoires devaient revenir à l'autorité palestinienne en 1999. Cela n'a jamais été le cas. Ils n'ont jamais remis ces territoires à l'autorité palestinienne. Et ça va amener à la situation que vous décrivez dans l'ouvrage. Cependant, avant de poursuivre plus avant cette exploration, je me tourne vers Rachid El-Zaghi, notre poète, qui va dire pour commencer et finir. Et ce recueil, d'emblée,
dédié aux femmes est presque placé sous le signe de la résistance de toutes les femmes de ce pays depuis son histoire voilà, plurimillénaire jusqu'aujourd'hui. Oui. Bon, je voudrais juste rajouter quelque chose sur ce que vous venez de discuter en ce qui concerne Je vous en prie. la Palestine, le parallèle qui a été fait avec l'Algérie, par exemple les négociations d'Oslo. Les Algériens aussi ont négocié à Évian, mais la délégation algérienne a été catégorique. Ils n'ont pas cédé une once de territoire. La France voulait d'abord jouer sur les Kabyles, etc. Ça n'a pas marché. Ils ont proposé le Sahara, parce que c'est nous qui avons découvert le pétrole, etc. C'était négatif. Il faut rendre hommage. Il faut rendre hommage aux négociateurs qui ont été unis et qui ont été très intelligents. Il faut voir, les négociations sont passées dans des conditions très très difficiles, mais il faut rendre hommage à la délégation algérienne qui a vraiment, j'allais dire, négocié. Et tenu la dragée haute. Tenu la dragée haute, et aussi négocié avec le cœur et l'esprit. C'est vraiment. L'Algérie était dans les tripes. Donc il ne fallait pas vendre sa mère, il ne fallait pas laisser tomber sa mère, qui est l'Algérie. Donc ils ont négocié durement pour garder toute l'Algérie. C'est pas parce que les accords d'Oslo, avec cette ville qui appartient à Israël, qui sera sous contrôle d'Israël, il fallait s'attendre. Parce que il ne peut pas y avoir de négociations où les deux parties vont arriver à égalité. Automatiquement, il y a toujours une partie. Donc les plus tenaces, ceux qui ont le plus de détermination, c'est ceux dont la terre était en jeu. Voilà. Et justement, donc, vous rendez hommage à la résistance. Le lapsus est dû au fait que justement, l'un des premiers poèmes qui ouvre ce recueil s'intitule Message de Hassiba Ben Boualé. Vous évoquez ces figures tutélaires et vous faites dire: je voudrais vous dire sans reproche que la liberté est une femme. En essayant toutes les approches, vous passerez par cette dame. C'est la mère qui donne la vie et qui fait naître la dignité. Par son amour, l'enfant grandit sur les chemins de la fierté. La femme est gardienne de l'honneur, sans fusée, sans aucune arme, en tête au sein toutes les valeurs et le courage qui forgent les âmes. Je n'ai jamais oublié ma mère, je voyais en elle ma patrie. Mon engagement pour cette terre, c'est à elle que je le dédie. La liberté est un combat de toute une vie sans fléchir. Celui qui signe le contrat est certain de ne pas mourir. Absolument, c'est justement la résistance de tout le peuple algérien, les enfants, les femmes, etc., qui a fait que nous sommes arrivés à nous libérer. Et les Palestiniens devraient aussi prendre exemple sur les Algériens, sur la femme algérienne, sur les enfants algériens, sur les combattants algériens. C'est le cas d'ailleurs, et l'Algérie est très souvent citée en référence. D'ailleurs, on va voir tout à l'heure avec M. Orad que dès qu'il décline auprès des Palestiniens sa nationalité, il est tout de suite, il y a tout un historique qui l'accompagne et une admiration pour celle qui fut la Mecque des révolutionnaires. Justement, vous parlez de l'Algérie, amour et jalousie, et vous dites, vous avez mentionné le fait de ne pas trahir sa mère, certains ne se gênent pas pour le faire, et vous dites, tu es trop grande pour les autres, tu es trop belle pour tes enfants, les meilleures âmes de toutes sortes viennent de ta terre et de ton sang. J'ai vu le roi Massinissa à la tête des guerriers berbères, dévalant le mont Djurdjura, allant vers Tinhinan au désert. Le serment fut scellé entre eux pour mieux protéger les frontières. La numiditaire des aïeux a traversé toutes les guerres. Jugurtha ne s'est jamais rendu. Le traître, je ne le citerai pas. On va le citer quand même, c'est Bocuse. L'histoire l'a déjà vendu aux pages qui n'existent pas. Tariq ibn Ziyad renaît sur les bords de l'Andalousie. Il va refaire la traversée pour revenir à son pays. La lumière fut à Béjaïa, sous l'angle de la Moqaddema. L'ombre d'Ibn Khaldoun signa face au site Yimma-Golaya. À Tlemcen, la ville des rois, Ziryab a planté le décor. Mélodie andalouse de choix, la culture émerge de tous bords.
Après l'agression de la France, l'honneur des Algériens jaillit. L'émir jura alors vengeance et prit les armes sans répit, l'émir Abdelkader évidemment. La haute parole des officiers s'est enlisée dans la Tefna. L'honneur des militaires français a succombé à Al-Maqta'. Notre héroïne Fatma Nsoum, elle a fait trembler des généraux. La reine Dihya fut très fière de la voir à la tête des héros, de Hasiba à Ben Mehidi, de Abban au Bel Jamila, Taleb, Iftan, Odin, Ani, un combat juste et au-delà. Nous sommes un produit de l'histoire face à la Méditerranée. Je signe avec honneur et gloire, mais sur le cœur, sans vanité. Pour nous, l'amour de la patrie que nous portons comme un drapeau. Pour les autres, c'est la jalousie qui fait apparaître les signaux. Tous ensemble, main dans la main, nous protégerons l'Algérie. Nous allons assurer demain, car la mémoire nous réunit. Absolument. Surtout quand elle est si bien dite. C'est l'Algérie avec toute cette valeur. L'Algérie est une terre de dignité et d'honneur. Ça a toujours été comme sociologiquement, ça a toujours été comme ça. Et puis, vous déplorez, face justement à ces valeurs, vous déplorez le délitement de ces valeurs face à un monde de plus en plus vénal. Vous dites, dans notre monde, à l'école des grands, on apprend la stratégie du mensonge. Le seul professeur, c'est l'argent. La conscience habite les songes. La honte vient du fond des cœurs blancs. Elle fait rougir les visages sains. Quand les sujets sont accablants, l'éducation reçue revient. La dignité mal plantée s'effrite. L'honneur glisse et se dérobe. Les valeurs n'ont plus de mérite. Le crépuscule enterre l'aube. C'est un thème qui est récurrent dans vos recueils que j'ai eu l'immense plaisir de lire pratiquement tous, il me semble. C'est un thème qui revient souvent, celui du délitement des valeurs. Oui, parce que dans le monde, nous assistons justement à l'effritement des valeurs. Où est la morale? Quand on voit par exemple ce qui se passe, ce qu'on vient de discuter maintenant, ce qui se passe en Palestine, en direct, et tout le monde sautait par les journalistes, les médias, les journalistes n'ont pas, toute honte but, déclarent des choses qui n'ont aucun sens, bien au contraire, je dirais que c'est de la lâcheté journalistique, entre guillemets. Parce que quand on voit ce qui se passe et qu'on déclare que c'est la guerre d'Israël contre le Hamas, alors que c'est une guerre contre les enfants et les femmes. En première instance, oui. Oui, bien sûr. Comment ces journalistes arrivent à regarder leurs enfants? Oui, comment qu'ils arrivent à vivre avec leurs femmes? Oui, avec des snipers qui visent les enfants à la tête. Où est la morale? Où est la conscience? Où est la conscience surtout de ce que Edouard Saïd pour appeler les informateurs indigènes et que vous appelez les incendiaires? Vous leur dites, ils vivent au-delà des frontières, installés confortablement. Leur courage soudain se libère, ils croient être devenus importants. La caméra et le micro leur donnent droit à la mise en scène. Ils jugent et assurent à huis clos, mettent l'habit du moine et dégainent. À la guerre, pas comme à la guerre, ils s'éloignent pour mieux crier. Dans leur stratégie délétère, le mensonge est bien habillé. Les enfants dignes et respectent leur mère. Ils recherchent les remèdes qu'il faut. Au lieu du feu, c'est la lumière qui doit briller sur les berceaux. Il faut semer l'intelligence dans les esprits de la jeunesse, vider la haine et l'ignorance, cultiver l'art et sa noblesse. Arrêtez vos boules de feu. La patrie a besoin d'apaisement. Il n'y a pas plus fort que Dieu. La vérité a ses moments. La terre qui a bu du sang n'accepte pas les trahisons. Un jour viendra le changement pour ouvrir d'autres horizons. L'histoire jugera tous les acteurs sans complaisance et sans faille. Il faut être à la hauteur pour bien tenir le gouvernail. Chaque année a son beau printemps après les jours sombres de l'hiver. La nation découvre ses enfants en temps de paix et en temps de guerre. Absolument. C'est tout. Je dénonce ce genre de comportement, surtout par des gens qui se disent algériens, qui ont la nationalité algérienne, qui ont la double nationalité, et qui sont de l'autre côté. Dès qu'ils sont de l'autre côté, ils se mettent derrière un micro et une caméra et commencent à dire n'importe quoi. Attention, j'ai la double nationalité. Non, je ne parle pas. Justement, vous-même, si vous permettez... Il y a des gens qui ont la double nationalité, mais dont nous sommes fiers.
Parce que c'est des gens comme nous, ou peut-être qui aiment un peu plus l'Algérie que nous, parce qu'on ne détient pas tout le, oui. j'allais dire Mais on peut rivaliser sur ça, c'est une rivalité saine. Mais si vous permettez, Monsieur Hollande, parce que vous avez mentionné cela, vous-même, vous avez signé une très belle tribune sur les réseaux sociaux où vous-même vous avez dénoncé un de ces informateurs indigènes dans un papier numérique, mais voilà, dans un article magistral et bien senti. C'est clair, ces gens-là, quand quelqu'un aime son pays, il essaie de faire des choses sans se mettre derrière une caméra. Quand on est intellectuel, quand on a des capacités, quand on a de la compétence et qu'on veut aider son pays, il y a plusieurs manières d'aider son pays, d'aider la jeunesse, de partager avec cette jeunesse, de partager avec les étudiants, de partager avec son pays, sans se montrer. On peut faire des choses pour son pays. On n'a pas besoin. Alors ces gens-là qui veulent se mettre en valeur et qui sont en mission, ils sont missionnés, qui sont en mission, les gens avec le temps. Les gens ils ont compris que ces gens-là, ils sont à la solde de X et de Y, et on ne peut pas les considérer, même si j'en ai de la nationalité algérienne, je ne peux pas les considérer comme des patriotes. En tout cas, l'histoire, comme vous l'avez si bien dit dans votre très beau poème, jugera de cela. Avec votre aimable autorisation, messieurs, on va opérer un petit intermède musical, puisque c'est le moment de notre minute mélomane. A tout de suite après le jingle, chers amis. La résistance se décline sur tous les tons, y compris par le chant. Je vous laisse avec ce chant palestinien et je vous retrouve tout de suite après. مثل أرضك نلقى وين فلسطين على عتابك لاقينا فلسطين نفديكي بعينينا فلسطين انت الروح ونن العين مثل أرضك نلقى وين هلا والله ويا هلا بالأصل والمرجانة هل فلسطين المهيوب من في الدنيا بيجهانا هلا والله ويا هلا هلا والله ويا هلا بالاصل والمرجله بالاصل والمرجله عن فلسطين المهيوب من في الدنيا بيجهانا هلا هلا والله ويا هلا Très beau debké de ce superbe groupe palestinien. Et je reviens justement vers Akli Orad, de Londres à Al-Aqsa, terreur promise. Dans l'ouvrage Déluge d'Al-Aqsa de Jacques Beau, où il revient sur l'offensive d'Al-Aqsa, dès l'introduction, Jacques Beau nous dit l'entité sioniste revendique plus la religion et l'Ancien Testament que le droit international. Et vous, dans votre livre, vous avez cette phrase magnifique, vous dites « Les sionistes prennent leur livre sacré pour un cadastre ». Cependant, leur outrecuidance ne s'arrête pas là, puisqu'en plus de l'apartheid et de l'extermination, il y a l'extermination culturelle. Si vous permettez, je vous cite et je vous laisse rebondir là-dessus. Vous dites « Le vol, à titre d'exemple, le vol de la cuisine orientale jusqu'au Maghreb est une véritable bataille avec le colonialisme israélien qui n'épargne ni les Palestiniens ni ce qu'ils mangent. C'est ainsi que de nombreux restaurants
de Tel Aviv, Yafa occupé, servent du couscous israélien, entre guillemets, c'est vous qui mettez les guillemets, qui n'est en réalité que du meftoul palestinien, lui-même inspiré du couscous importé par la Smala, accompagnant l'émir Abdelkader lors de leur exil de 1855 dans les territoires ottomans du Proche-Orient, formant aujourd'hui la Syrie et la Palestine. Point de reconnaissance du couscous israélien, toujours entre guillemets, à l'UNESCO, qu'Israël a déserté en 2017 après l'admission de la Palestine. Ombrageuse entité sioniste qui n'aime pas qu'on admette ses rapines. Correct. Ce que vous avez touché là, c'est vraiment l'essence du projet sioniste. Et il faut rappeler que le projet sioniste est un ancien projet qui date de la fin du XXe siècle, qui a été initié par un certain Theodor Herzl, Oui. qui a eu cette idée diabolique, hein, on peut appeler ça aujourd'hui, de créer un foyer pour les Juifs seulement en Palestine, sous le prétexte que les Juifs ont été exclus de cette terre-là par les Romains il y a 2000 ans. Chose qui n'est pas vraie. Et son idée, c'était de faire venir tous les Juifs du monde entier, notamment de l'Europe. Il y avait une plus grande concentration en Europe de l'Est, et de les faire venir sur cette terre-là. Alors il y a un slogan de ce projet sioniste qui est une terre vide, une terre sans peuple pour un peuple sans terre, alors que c'est un grand mensonge. Sur cette terre, il y a une population 1000 fois millénaire. Oui, de toute façon, il faut combattre le peuple palestinien qui n'existe pas. Mais il a vendu. Ils ont créé le congrès mondial sioniste lors de leur fameux ils ont bien commercialisé cette... Voilà, en fait, ils ont vendu cette idée à des pays eux-mêmes génocidaires. Voilà. Qui, eux, ont génocidé les Algériens, les Indiens d'Amérique. Les Indiens d'Amérique, les aborigènes en Australie, les Maoris en Nouvelle-Zélande. Ils ont essayé ça. Chez nous, on a commencé par citer la Judique dans le livre que la population algérienne aurait été d'à peu près 90 millions aujourd'hui si on n'avait pas subi un génocide et n'ont pas réussi, Dieu merci. Mais cette idée d'implanter un peuple, de remplacer un peuple par un autre, ce n'était pas juste territorial et ce n'est pas juste humain. Il fallait effacer les traces historique de ce peuple-là. C'est pour cela que lorsqu'ils ont établi leur pays, ils ont rasé des villes, des villages et parfois des villes palestiniennes. Ils ont changé les noms de ces lieux-là avec des noms nouveaux, souvent dérivés de noms anciens palestiniens. Ils ont changé... c'est-à-dire, pour comprendre, ils ont vendu l'idée que ça serait une petite Europe qui allait être créée au cœur du Moyen-Orient, donc de la Palestine. Et qui serait la seule démocratie au Moyen-Orient. Alors, vous n'allez pas le croire. Alors, sur les terres qu'ils ont usurpées aux Palestiniens, ils ont rasé les oliviers ancestraux, ils les ont remplacés avec des pins d'Alep qu'ils ont importés d'Europe, pour que ça ressemble à l'Europe. Ça, c'est un projet extraordinaire. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils aient touché même à l'héritage culinaire de la Palestine. D'ailleurs, je le dis dans le livre, en commençant par l'avion, où ils nous ont proposé, parce que j'ai pris l'avion d'El Al, et je l'ai fait exprès. Je pouvais partir avec la British Airways, mais moi, je voulais voir aussi... tout mon voyage était conçu. Une exploration, du colonialisme. Et on nous a offert des mezzés de ce qu'on mange aujourd'hui dans les restaurants palestiniens ou libanais, dans les restaurants, à l'hôtel, on nous donne du hummus, des metboul, c'est la cuisine qu'on appelle cuisine israélienne.
aujourd'hui, il y a des restaurants israéliens en Europe où on sert des mets palestiniens. C'est extraordinaire comme politique d'effacement d'un peuple, même dans les profondeurs de sa culture. Dans le plus petit détail. Le plus grave encore, c'est une civilisation millénaire, ce territoire-là. C'est de la Palestine. Oui. La Palestine, avec tout Kabila de Cham. À l'époque, il n'y avait pas ces frontières-là. Alors, quand ça se déroule aujourd'hui à Gaza, on détruit des sites historiques. Oui. Ouais. On les efface. Absolument. Parce qu'ils savent que ces sites historiques, c'est ce qui rappellera demain que cette terre-là a appartenu à notre peuple plutôt que ce peuple caucasien qu'on retrouve, blanc, qui souvent ne parle même pas l'hébreu. Oui. Là, je raconte, j'ai pris comme exemple le chauffeur de taxi qui m'a pris de l'aéroport Tel Aviv à mon hôtel, où il ne parlait que le russe. Et c'est incroyable, c'est ça l'apartheid. C'est ce que j'ai vu. Moi, j'ai été voir le colonialisme, je découvre une autre horreur. Une autre dimension. D'ailleurs, vous parlez des checkpoints. Lorsque vous allez en Cisjordanie pour effectuer votre mission, et vous dites un checkpoint israélien ne ressemble en rien à un barrage ordinaire de toutes les gendarmeries ou polices du monde, avec un petit panneau halte réglementaire, quelques cônes pour canaliser la circulation, et un gentil gendarme ou policier disant bonjour. Les barrages de l'armée sioniste sont de véritables forteresses, érigées avec des montagnes de sacs de sable surmontés de fusils mitrailleurs, tenus par des soldats fébriles, prêts à appuyer sur la gâchette à la moindre gestuelle brusque des indésirables voisins. Nous nous sommes alignés derrière une file de voitures essentiellement occupées par des Arabes d'Israël. Les seuls Palestiniens autorisés à traverser la frontière de l'apartheid sont laissés passer et des colons retournant de leur patrie protectrice vers les colonies usurpatoires en Cisjordanie. Exactement. Ça, là, vous faites allusion à deux aspects de ce qu'on appelle l'apartheid. Tout à fait. Alors, nous, on était sur la route dont vous parlez là. C'est une route empruntée qui n'était autorisée que pour les Israéliens. Alors, l'entité sioniste a créé deux réseaux routiers en Cisjordanie, pas en Israël elle-même, officielle. Des routes pour les pestiférés palestiniens et des routes pour les colons et l'armée israélienne. Enfin, la population de la Cisjordanie ne connaissent des Israéliens que les colons extrémistes et les militaires. Et ça, c'est exactement ce qu'a fait l'Afrique du Sud raciste. Elle a interdit aux Africains, aux autochtones africains, d'emprunter leur route. Et c'est demandé par les colons eux-mêmes. C'est les colons qui demandent, alors, ils leur disent, on ne veut pas voir sur nos routes ces voisins indésirables. Tout à fait. Ça d'une. Et de deux, on leur a construit un réseau routier. Un colon peut partir de n'importe où de la Cisjordanie vers Tel Aviv, vers le Quds, sans rencontrer de barrage. C'est pour leur donner ce sentiment de continuité naturelle d'Israël à l'intérieur de la Cisjordanie. Alors que le Palestinien lui-même, il ne peut pas faire 3 kilomètres sans passer par 2 ou 3 barrages où il a un grand risque d'être assassiné s'il se comporte, s'il proteste ou si le soldat est de mauvaise humeur. Voilà, et j'ai traversé un de ces barrages-là où j'ai failli être faire tirer dessus moi-même. Enfin, je vous laisse le soin. L'autre aspect de l'apartheid, c'est les plaques d'immatriculation. Alors, il y a un système à 2 plaques d'immatriculation dans un seul pays qui se dit démocratique. Alors, vous avez la plaque d'immatriculation jaune israélienne où les occupants d'un véhicule avec ce genre de plaque peuvent aller n'importe où ils veulent dans toute la Palestine.
Israël officiel, les territoires occupés, là où ils veulent, à Al-Quds, là où ils veulent. Le Palestinien, avec son immatriculation verte, ne peut aller que d'un lieu où il est autorisé vers un autre lieu où il est autorisé avec un laissez-passer. Et c'est aussi un signe, une indication pour les extrémistes, pour les colons extrémistes messianiques qui vivent en Cisjordanie, pour leur tirer dessus. Donc, quand il y a des représailles, quand ils ont envie d'abattre du Palestinien, la plaque immatriculation verte leur permet de faire ça. Ils sont sûrs qu'ils tuent des Palestiniens. D'ailleurs, en vous lisant, bon, vous rencontrez le professeur Mahmoud, vous allez nous en dire un peu plus. En vous lisant, on découvre justement, parce qu'on nous assomme avec, oui, les civils sionistes, il y a les soldats, il y a l'extrême droite de Netanyahou, et puis à côté, il y a les civils qui, eux... Pour nous faire oublier à quel point le civil est partie prenante, ce qu'ils appellent civil, c'est un colon, et le colon est partie prenante de l'expropriation. Je vous cite dans ce livre, vous dites « Après m'avoir étourdi avec cette première information affligeante, Mahmoud, votre collègue palestinien que vous rencontrez sur place, Mahmoud m'assène une deuxième frappe, à mon assurance déjà chancelante. Ekli, même si les soldats nous laissent quitter la ville par je ne sais quel miracle, nous devrons le faire par taxi car je ne peux pas utiliser ma voiture pour une raison statistique. » Et là, l'uppercut surgit de nulle part et me met carrément KO. Tu es ingénieur, tu vas bien comprendre ce que je vais te dire. Les lendemains des opérations fidéines, c'est-à-dire des résistants, les colons sionistes sortent avec leurs fusils mitrailleurs et se mettent sur les bords des routes reliant les villes palestiniennes pour nous guetter. Au passage de voitures palestiniennes reconnaissables à leurs plaques d'immatriculation vertes, les voitures israéliennes, quant à elles, ont des plaques d'immatriculation jaune. Ils tirent à vue sur nos compatriotes dans les voitures pour venger leurs morts. À ce niveau d'explication du professeur, ma tête ne tenait plus sur mes épaules tellement ce qu'il me disait était hors de ce monde. Et il continua. Alors, si nous partons dans ma voiture, nous serons que 2 et la chance de se faire tirer est de 2 sur 2. Mais si nous partons en taxi, cela sera de 2 sur 12 car nos taxis sont très longs et peuvent prendre jusqu'à 12 passagers avec le chauffeur. Notre chance de survie sera plus grande. C'est surréaliste comment on en est à calculer sa survie avec des probabilités. C'est la vie des Palestiniens. C'est vraiment ça. Bon, il faut dire qu'ils avaient fermé Naplouse et on devait aller à Ramallah suite à un attentat qui est arrivé la veille. Et donc je raconte comment on a pu sortir de Naplouse parce que c'était encerclé et on bloque les villes palestiniennes pendant des semaines hein, quand il y a un attentat. On est parti pour prendre un taxi au lieu d'habitude la station de taxi grouillée de monde. Là on arrive, elle était vide. Les Palestiniens eux-mêmes ont inclus dans leur façon de vivre. Ils savent que quand il y a un attentat, ce n'est même pas la peine d'essayer de sortir. Donc on a attendu 2 ou 3 heures un taxi de vieux Mercedes, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont ramené ça, complètement déglingué, pour remplir un taxi. Il a été rempli après ce temps-là par des femmes avec des enfants qui devaient emmener au grand hôpital de Ramallah. Et nous, moi et mon collègue, on a fait la queue, on arrive à ce barrage-là. Je sors pour négocier, parce qu'ils nous ont dit de retourner. Le gars, il fait comme ça, avec ses lunettes. Je sors, Il manœuvre. Et on a manœuvré pour m'abattre, mais je suis sorti avec mon passeport britannique. Double nationalité. Hein. Si j'avais sorti l'Algérien, moi, je ne serais pas là avec toi. Tu aurais été martyr. Bon, je négocie la sortie, on me laisse sortir. Mais dans le livre, je raconte comment on n'a pas pu prendre des routes où on était sûr de se faire tirer dessus. Oh, il y a eu tout un scénario d'appels téléphoniques entre chauffeurs de taxi pour essayer d'indiquer aux nôtres par quelle colonie qui historiquement est un peu plus modérée que d'autres, où on pouvait avoir une plus grande chance de survivre.
D'ailleurs, ce sont les taxieurs qui s'appellent entre eux. Ils s'appellent pour dire entre eux. attention. Je comprenais un peu oui. la hadja palestinienne. Et au lieu de faire la route en 15 minutes, en 3 heures, à passer dans les colonies sionistes. Et quand on passe toujours par le centre de la colonie, où les gens sont armés avec l'arme. Et c'est une voiture palestinienne, un taxi, immatriculation verte, et ça pouvait tirer à n'importe quel moment. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle dans mon chapitre la roulette russe. C'était une véritable roulette russe. Moi, quand je suis arrivé à Ramallah, j'ai dû perdre 10 kilos. J'imagine. C'est extraordinaire comme situation. Et les Palestiniens vivent ça tous les jours. Tous les jours. Au quotidien. Oui, dans ce camp de concentration à ciel ouvert. Les premières victimes, Rachid El-Zaghi, de la sauvagerie sioniste sans les enfants, on a vécu aussi cette sauvagerie. D'en dire pour commencer et finir, vous nous le rappelez magistralement avec l'hommage que vous rendez à Petit Omar. Vous dites à tout enfant de ma patrie pour laquelle j'ai donné ma vie, je déclare et signe à l'infini que seule la mémoire restera en vie. Nous avons donné le meilleur par notre engagement et le cœur. Hasiba, notre petite sœur, était la lumière et la fleur. Ali m'a appris comment on meurt, debout sans larmes en homme d'honneur. Bouhamidi vit et demeure un témoin contre la douleur. Toutes les ruelles de la Qasba, toutes les maisons de haut en bas vous raconteront les combats de nos frères contre les paras. Nous avons vécu la terreur, mais si la mémoire en vous se meurt, naîtront l'oubli et le malheur. Vous perdrez nos mains et vos cœurs. Ouais. Effectivement, à la mémoire, il y a aussi le combat de ces enfants pendant la Révolution. Hasiba, ça a été un enfant, elle avait 17 ans. Ouais. Omar, Bouhamidi et d'autres dans toute l'Algérie. Hein. Bon, c'est des exemples qu'on a pris, mais tous les enfants qui ont vécu la guerre sont pratiquement des combattants. Et ce qui était surprenant, c'est que les enfants, pendant la guerre, se comportaient réellement comme des combattants, comme des résistants. Même quand il avait 5-6 ans, il savait que c'était l'ennemi, il savait que c'était sa terre, il savait que peut-être qu'il mourrait, mais il prend comme exemple, comme modèle, les combattants, les moudjahidines, voilà. Et nous, on a vécu un petit peu cette situation que vient de citer notre ami Ourad, avec l'OAS. Bien sûr. L'OAS qui tirait à vue sur les femmes de ménage qui allaient travailler pour ramener du pain à leurs enfants, sur tout ce qui était algérien, tout ce qui leur paraissait comme étant un Algérien, il était abattu. L'OAS a laissé des traces indélébiles. Et d'ailleurs, vous avez parlé justement de l'OAS, mais bien avant l'OAS, il y avait les milices des colons, et vous avez mentionné dans un de vos poèmes le fait que c'est d'abord le bombardement de la rue de Thèbes qui a... mais regardez un petit peu, les ultras, comment qu'ils agissent. C'est eux qui provoquent l'hécatombe après. Quand il y a une réponse de la part de la résistance algérienne, tout le monde crie au scandale, tout le monde crie les civils qui sont les bombes qui éclatent, qui tuent des civils, etc. Et on ne parle pas de la bombe de la rue de Thèbes, alors que c'est les ultras qui l'ont fait. Et c'est à ce moment-là que Youssef Saadi, qui était le chef de la zone autonome, avait trouvé le moyen de répondre à la bombe par les bombes. Tout à fait. Et ce réseau de bombes, je trouve l'intelligence, c'était des jeunes filles algériennes de type européen qui s'infiltraient à l'intérieur de la ville européenne pour déposer des bombes. C'est une réponse justement à la bombe de la rue de Thèbes. Oui, et aussi, c'était pour desserrer aussi les taux sur les maquis dans les montagnes. Et surtout, ça ne se mettait pas n'importe où, mais là où ce qu'on appelle les fiefs du repos du guerrier, c'est-à-dire c'était des fiefs de soldats
et de colons ultra. Oui, oui, bien sûr, C'était pas posé n'importe où. C'est des points choisis, effectivement. Voilà, mais ça on l'oublie, veut le faire oublier comme une sorte de bombe aveugle. D'ailleurs, le plus grand spécialiste de ce genre de triturage sémantique, c'est Albert Camus. Justement, laissons ces petites tests de côté et passons à la grandeur, celle d'Andy Douche-Mourad auquel vous rendez hommage. Vous dites parmi les 6 et les 22, vous êtes debout au premier rang, volontaires, vous allez au feu, donnez l'exemple aux militants. Votre maison, lieu de mémoire, est le premier nid de la révolte. Vous êtes le courage et l'espoir, la détermination très forte. Vous êtes un guide de liberté, un esprit d'organisation, la hauteur de notre fierté, pilier de la révolution. Au premier feu et première balle, vous êtes le chef à Constantine. Vous donnez l'ordre et le signal par conviction sur toute la ligne. Vous n'êtes pas morts et enterrés. Vous n'êtes pas morts et enterrés. Vous vivez en nous comme l'espoir. Vous êtes le cri des nouveau-nés sur le chemin de notre histoire. Qui mieux que vous aime la patrie, vous les martyrs qui ont tout vu, vous avez offert votre vie, mais vos idées ont survécu. Nous respecterons vos mémoires en vous faisant le grand serment, nous citerons matin et soir vos noms et votre engagement. Vous, le modèle et l'homme d'une famille noble bordée d'honneur, vous serez toujours au summum du noble combat et des valeurs. Merci au nom des enfants dignes qui vous portent toujours dans leur cœur. En mon nom, je persiste et signe que sans vous, j'aurais été cireur. Oui. Effectivement, si ce n'était pas le sacrifice de tous ces martyrs, l'Algérie ne se serait pas libérée. Et que serions-nous devenus réellement si il n'y avait pas cette indépendance, cette liberté, etc. Maintenant, il y a des gens qui nous reprochent de parler de nos martyrs. Justement, oui. Les martyrs, on dirait que les martyrs, c'est l'élément fondateur de l'Algérie nouvelle. Moderne. L'Algérie moderne. Parce que pratiquement tous, ils avaient des rêves, les martyrs. Ils rêvaient d'une Algérie moderne, d'une Algérie puissante, d'une Algérie attachée à son histoire, mais aussi ouverte sur le monde, sur les lumières et la modernité. C'était le rêve de tous les martyrs. Et nous sommes, Dieu merci, nous sommes sur ce chemin. Tôt ou tard, nous allons arriver à ce que l'Algérie, dans tous les domaines, elle est véritablement, elle soit véritablement sur une stratégie d'ouverture, de liberté, de fondement moderne, et que les enfants portent dans leur cartable des rêves. Justement, en parlant d'enfants, votre recueil se termine par un recueil d'aphorismes et de maximes. Et l'une d'entre elles, vous dites Irak, Libye, Syrie, Palestine, tout aujourd'hui ravagé par l'impérialisme. Un impérialisme d'ailleurs multiface, on le voit en ce moment en Syrie. La honte n'apparaît plus sur le visage des menteurs, à la peur des enfants qui pleurent. C'est une citation, effectivement, c'est une image. C'est terrible, c'est terrible, pardon de vous interrompre, c'est terrible lorsqu'on se rappelle par exemple Madeleine Albright au sujet du demi-million d'enfants irakiens morts et qui disait « It was worth it », ça valait le coup. Ouais. L'essentiel étant de faire tomber soi-disant la dictature. C'est honteux. Voilà. Dire pour commencer et finir, recueil de poésie qui se termine par un recueil d'aphorismes de Rachid El-Zaghi. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Je me tourne vers Akli Ourad pour le mot de la fin. Vous nous avez fait découvrir le professeur Mahmoud. J'espère qu'il est toujours de ce monde. Et lorsque vous avez fait connaissance, vous dites « Il est avéré que le passé révolutionnaire de notre pays a fait de nous des partisans systématiques des causes justes. Ce sentiment d'amour sincère envers les Algériens, je l'ai aussi trouvé dans plusieurs autres pays ayant connu le même parcours révolutionnaire que nous. J'ai vécu ces émotions de reconnaissance dans des pays de lutte indépendantiste comme l'Afrique du Sud, la Namibie ou l'Irak, où les marques d'hospitalité pleuvaient sur moi dès que je déclinais ma nationalité. » Exactement. C'est extraordinaire. Hein, on ne le sait pas peut-être chez nous. C'est ceux qui voyagent souvent beaucoup qui le voient, surtout dans certains pays. On a l'habitude
chez nous de voyager que vers le nord, hein, les yeux rivés vers le nord. On en est souvent mal accueillis, alors que quand on va dans ces pays-là, on avait le président sud-africain Cyril Ramaphosa chez nous il y a 2 jours. Oui. Les marques de sympathie qu'ils ont envers nous en tant qu'Algériens est extraordinaire. Rien que pour... Je raconte une petite anecdote et c'est très important. Je suis venu avec ça. J'ai pris mon fils pour aller voir l'Algérie pendant la Coupe du Monde 2010. Et je le prends. Il y avait le match Algérie-Angleterre à Cape Town. Ouais. Et avant le match, pendant la journée, j'ai pris mon fils sur l'île de Robben Island. Là où Mandela était emprisonné pendant 18 mois sur les 27, 18 années, ouais, 18 sur les 18 ans sur les 27 ans qu'il a passé dans les geôles de l'apartheid. On arrive, c'est une île, donc on va sur un bateau, on est accueilli, je fais vite, on le met dans des bus dans l'île pour aller vers la prison. Et il y a un guide. Alors les guides sur l'île de Robben Island, ce sont les anciens prisonniers de l'apartheid. Et le nôtre a côtoyé Mandela. Il a dit, avant d'aller en prison, il a dit on va faire un tour de bus là, des visiteurs. Je vais vous poser la question, vous me dites d'où vous venez et je vais vous dire quelle était l'attitude de votre gouvernement envers notre lutte. Et c'est comme ça qu'il a posé la question. Il y avait des Américains, il leur a dit, vous avez mis Mandela sur la liste des terroristes jusqu'à récemment, hein, jusqu'à ce qu'il le visite. Il a visité les États-Unis alors qu'il était encore sur la liste des terroristes. La Grande-Bretagne, il y avait des Anglais, bien entendu, ils allaient jouer contre nous. Il leur a rappelé l'attitude de Margaret Thatcher. Il nous voit à la fin, nous, moi et mon fils, avec des drapeaux algériens. Il a dit, vous n'avez pas le... C'est pas la peine de me dire qui vous êtes. Vous devez prendre un exemple sur ce pays-là qui a aidé l'ANC, qui a formé Mandela, qui a fourni tout le soutien nécessaire à notre révolution. Il m'a dit, mes respects, mes amis algériens. Mon fils n'en revenait pas. Je lui ai dit, mais tu es né dans ce pays-là. Ouais, c'est extraordinaire. Cela et bien plus encore, on pourra le découvrir dans votre livre Akli Orad, de Londres à Al-Aqsa, Terreur promise, disponible dans toutes les librairies. Merci beaucoup, M. Orad, d'avoir été parmi nous. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci encore à Rachid El-Zaghi. Dire pour commencer et finir, préfacé par Mohamed Cherif Rebelou qu'on salue. Et puis les meilleurs pour la fin. Merci à vous, chers amis, qui faites vivre les livres et la culture. Mais pour faire vivre les livres, il faut les lire. Donc, je vous recommande les livres de mes chers invités. Inch'Allah, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine.